Bonjour, bonjour. Nous sommes avec Maurice Lemoine pour parler, alors j'allais dire pour parler du Venezuela. Oui, ça je peux le dire, mais en réalité c'est pour parler de son nouveau livre exceptionnel ici, Juanito la Vermine, le roi du Venezuela. Alors, donc c'est un roman, n'est-ce pas? C'est un roman à partir, donc c'est une histoire, une fiction. Nous allons voir avec Maurice de quoi il retourne, sur quoi se base cette fiction et évidemment jusqu'où va la fiction, comment peut-on démêler le vrai du faux, est-ce que Maurice nous ment, voilà, toutes ces questions. Alors je vous rassure évidemment, je vous quand même, je fais un spoiler, je vends un peu la mèche. C'est un livre qui parle de l'opération de changement de régime opérée par les États-Unis au Venezuela à travers d'un certain Juan Guaido. Mais ça, c'est peut-être moi d'ailleurs qui me fais des films. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Maurice, comment vas-tu? Il faut que tu nous expliques tout ça. Comment vas-tu? Bonjour Romain, bonjour à tous, salut, salut. Alors, Maurice, la première question, c'est de quoi parle le livre? De quoi parle le livre? Alors, donc, Juanito la Vermine, édité au temps des cerises, donc 28 euros. Donc, il y a 800 pages, on reviendra là-dessus, Ça justement. fait, ça fait, ça fait pas cher par page. Ça fait pas cher par page et surtout, ça se lit très très bien, c'est très rapide. Hein. Ne faites pas un non, c'est trop gros, moi je préfère les livres. Non, non, ça se lit extrêmement rapide. Visiblement, ça prend beaucoup moins de temps de le lire que de l'écrire. Alors, Maurice, de quoi parle-t-il ce livre? Eh bien, ça se passe dans un pays imaginaire, qui est la République bolivarienne du Venezuela, dans lequel, à l'instigation du président des États-Unis, que tout le monde connaît, le grand fuck you, un député d'opposition de cette république s'autoproclame président pour renverser un président qui est un président présenté comme quelqu'un d'absolument horrible, qui est le président Nicolas Maduro. Et on est dans un pays, bien entendu, où il y a beaucoup de pétrole, hein, d'où l'arrière-fond de ce roman. Et donc ce roman raconte 3 ans de l'odyssée de ce Juanito, qui s'est autoproclamé président, avec toute une série de péripéties qui, alors c'est vrai, tu l'as déjà laissé entendre, tu as vendu un petit peu la mèche, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce qui s'est passé au Venezuela ces 3 dernières années, de sorte que même on pourrait dire que c'est un roman autoproclamé, hein, dans la mesure où ça ressemble beaucoup plus à la réalité qu'à de la fiction. Ouais, c'est pas mal, le roman autoproclamé. Bon, j'espère que le grand fuck you, donc grand fuck you qui a une grande crinière blonde d'ailleurs, très bien écrit dans le livre, le grand fuck you soutient l'autoproclamation du roman. Alors, c'est vrai quand même qu'on s'y perd, hein, parce que, alors moi, je connaissais pas ce pays imaginaire. Effectivement, par contre, j'avais un peu étudié la République bolivarienne du Venezuela. Ça y ressemble beaucoup tout de même, hein. Ça y ressemble beaucoup. Alors, sauf que je dirais que, et c'est ça d'ailleurs qui me fait comprendre qu'on est vraiment dans un roman, c'est parce que la réalité du Venezuela dépasse de très loin la fiction que tu décris dans ton livre. Et Oui, c'est un hein? peu l'idée en réalité. C'est que, en gros, moi, quand je lis les médias, les journaux, les quotidiens, les hebdomadaires, quand je regarde la télé et quand j'écoute la radio qui nous informe sur le Venezuela, j'ai vraiment l'impression d'écouter de la fiction, ou de voir de la fiction, ou de lire de la fiction. Et donc, je me suis dit, après tout, puisque ceux qui prétendent faire de l'information font de la fiction, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui prétend faire de la fiction ne raconterait pas la réalité. Hein, c'est-à-dire, je renverse les paramètres, parce que effectivement, je veux dire, je parle de l'histoire réelle, pour arriver à pas sur les personnages secondaires, à décrire en réalité ce qui s'est passé réellement au Venezuela, hein. Alors les personnages secondaires, effectivement, c'est la partie romanesque. Moi, j'ai pas beaucoup d'imagination. J'ai pas d'imagination. Ce bouquin, je l'ai écrit à partir de. Alors bon, je suis journaliste, de tous les reportages que j'ai fait au Venezuela, puisque c'est un pays que je fréquente depuis 1973, à partir de ce que je connais du Venezuela, à partir des interviews que j'ai fait au Venezuela. Par exemple, je raconte, il y a un épisode qui est la bataille des ponts,
hein, cette fameuse période dans laquelle les États-Unis ont prétendu faire passer de l'aide humanitaire, une aide humanitaire bidon depuis la Colombie vers le Venezuela. Ça a donné lieu à une bataille homérique dans laquelle ce n'est pas l'armée vénézuélienne, mais c'est le peuple vénézuélien qui a empêché cette opération. Eh bien, pour bâtir ce chapitre, je suis allé dans le Táchira et j'ai interviewé des gens du peuple, des miliciens, des miliciennes qui ont participé à cette bataille du pont. Donc c'est quasiment un reportage. Et tout le bouquin, il est basé là-dessus, à la fois sur ça, mais aussi sur tout ce que je peux lire ou ce que j'ai pu lire dans les médias, aussi bien nationaux vénézuéliens qu'internationaux. Et en gros, dans mes personnages imaginaires que les Vénézuéliens reconnaîtraient, si un jour il est publié, tout ce que je leur fais dire, ils l'ont dit dans la vie réelle. Hein, c'est-à-dire qu'en réalité, mon travail d'imagination, il est assez limité à décrire les décors, à mettre en scène, y compris la Maison Blanche, par exemple. Je me suis beaucoup documenté pour décrire la Maison Blanche, parce que je la connais. Exactement. Exactement. Alors déjà, ça c'est intéressant, mais par exemple, c'est quelque chose qui moi m'a frappé, c'est ces réunions, parce qu'à la limite, tu dis, bon, je vais dans le Táchira, je parle avec les miliciens, les militants, etc., qui sont allés, qui ont participé à la bataille des ponts. Bon, ok, mais t'es pas allé à la Maison Blanche discuter avec Elliot Abrams ou avec Donald Trump pour savoir ce qui s'était dit ce jour-là. Donc effectivement, moi, ça m'a frappé ça. C'est-à-dire déjà les descriptions des couloirs de la Maison Blanche. Alors la description du salon ovale, bon, on a tous vu une photo. Mais ce qu'il faut savoir pour ceux qui sont intéressés par le Venezuela et qui veulent vraiment se plonger dans une manière d'entrer dans l'histoire, mais une manière, je dirais peut-être presque ludique, c'est que si effectivement ce que boivent les acteurs dans les réunions secrètes du bureau ovale, je pense, et encore j'en suis même pas sûr, tellement le flou entre la réalité et la fiction est petit dans ce roman, je pense que Maurice a pu les inventer. En revanche, les discours, eux, il les a pas inventés. C'est des choses qui sont sorties au fur et à mesure dans la presse, dans les biographies de John Bolton, par exemple, donc qui était conseiller en sécurité de Donald Trump, dans la biographie qu'a fait Mike Pompeo quelques temps après, qui était donc le directeur de la CIA. Donc, c'est-à-dire que tu as réussi à recréer une ambiance, ce qui est quand même assez énorme, et en plus une ambiance sur 3 ans. Alors, Oui, je confirme. ma question est Pardon, la suivante, c'est pourquoi? Parce que ton précédent livre, non, pas ton précédent, mais en tout cas ton précédent sur one de tes anciens livres, Chronique d'une déstabilisation. Si je ne me trompe pas, il y en a eu un autre avant qui était un roman aussi. Donc, Chronique d'une déstabilisation parlait de la déstabilisation contre le Venezuela de 2014 à 2018. Et là, on n'est pas dans le roman, on est dans la chronique journalistique, presque historique et même avec un peu d'analyse politique. Donc, pourquoi avoir choisi finalement de raconter avec la même précision à travers le roman, pourquoi ne pas avoir choisi de refaire des chroniques? alors, par rapport à ton évocation de la reconstruction de la réalité, je confirme que Donald Trump, ou le grand fuck you, boit du Coca Light. Je me suis beaucoup documenté là-dessus. Et par exemple, puisque je mets en scène Melania, la femme de Donald Trump, ce que je lui fais faire, en fait, ce que je lui fais dire, je l'ai lu dans la presse People. Alors ça mène loin, hein, ça veut dire que c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts pour aller lire la presse People, mais je n'ai pas inventé un certain nombre des réflexions de Melania. Pourquoi un roman? Si j'étais avec des copains, je ne suis pas avec un copain là, je dirais parce que. Voilà, parce que souvent je réponds parce que quand je n'ai pas envie de m'étendre sur. Bon. Après, s'il y a une réponse. Alors d'abord, effectivement, j'ai écrit un essai qui s'appelle Venezuela, chronique d'une déstabilisation. Donc là, qui est un essai très sérieux, genre monde diplomatique, d'où je viens. L'histoire de ce roman, en fait, elle part d'une interjection alors celui qu'on appelle le numéro 2 du régime, hein, Diosdado Cabello au Venezuela, qui un jour a interpellé Juan Guaido, là on revient à la réalité, en l'appelant Juanito Alimaña, Juanito la vermine.
Et j'ai entendu ça. Alors d'abord, ça m'a fait marrer, ça m'a fait rire. Juanito la vermine. Et immédiatement, dans ma tête, je ne sais pas comment fonctionne mon cerveau, est venu Juanito la vermine, roi du Venezuela. Je me suis dit, ah, ça c'est un roman. Ça c'est un roman. Et en fait, c'est né comme ça. Hein, c'est-à-dire que de toute façon, j'avais l'intention d'écrire sur le Venezuela. Mais l'histoire est tellement abracadabrantesque, comme aurait dit notre ancien président Chirac, que c'est un vrai roman, là, la vie du Venezuela. Un type qui Ouais. s'autoproclame président, euh, l'entrée supposée d'une aide humanitaire bidon, une opération Gédéon, qui est une intervention de mercenaires depuis la Colombie, la préparation d'un coup d'État. C'est un véritable roman. Et là, je me suis dit, alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles, d'abord, j'aime écrire des romans, beaucoup plus que des essais parce qu'il faut être honnête, c'est beaucoup plus agréable à écrire qu'un essai, parce qu'on peut se lâcher un peu. Par exemple, dans un essai, oui, tu veux m'interrompre? Non, oui, non, je voulais t'interrompre juste 2 minutes pour dire justement aux gens qui nous regardent que non seulement c'est plus agréable à écrire, mais si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est aussi plus agréable à lire qu'un essai qui est plus pointu sur le Venezuela, par exemple. Là, vraiment, ça se lit avec délectation, comme un roman policier précisément, alors que 95% de ce que dit Maurice pourrait être dans un essai. C'est vrai. Voilà, je précise ça. C'est peut-être plus sympa à écrire, mais c'est aussi beaucoup plus sympa à lire pour les gens qui ne connaissent pas les entrailles du sujet. Alors là, bah, tu viens de toucher le point essentiel, en fait. C'est-à-dire qu'à travers un essai, je le sais, tu le sais aussi bien que moi, tu vas toucher le public, soit qui s'intéresse spécifiquement au Venezuela, soit un public de militants, soit un public très spécialisé, mais qui finalement est assez limité. Et l'idée, à travers un roman, c'est de toucher un public beaucoup plus large. Hein. Non pas pour le convaincre d'adopter une attitude sur le Venezuela, mais pour avoir, peut-être le plaisir de lecture si j'ai réussi mon coup, ça, j'en sais rien, mais en même temps, pour informer. Alors, je reviens, moi je viens du monde diplomatique, à l'époque où j'étais au monde diplomatique, avec Ignacio Ramonel, notre travail, c'était, on le théorisait ainsi, c'était de faire de la contre-information. Et il se trouve que, pour le coup, il y a une telle désinformation sur le Venezuela que le roman me paraît le média le plus intéressant pour essayer de toucher un public assez large et lui expliquer que ces choses ne sont pas aussi simples ou aussi tordues que ce qu'on leur raconte. Oui, alors je confirme parce que, en tout cas sur la bataille sur les ponts, la bataille des ponts, il n'y a rien eu d'écrit sur la bataille des ponts. Il y a eu Il y en a un, il y en du, a un qui aurait pu, il y en a un qui aurait pu écrire quelque chose, c'est un certain Romain Migus, parce que quand, quand je citais tout à l'heure mes sources, tu m'as raconté pas mal de choses aussi sur ce qui s'est passé là-bas. Oui, j'ai vu d'ailleurs quelques détails qui ont frappé. Il y a au moins un détail qui, je pense, a fait réagir une personne. Une espèce de private joke mise là-dedans. Alors évidemment, un français, parce que c'est en français, mais en espagnol, ça en ferait réagir aussi quelques-uns. L'histoire de la boîte d'allumettes, par exemple. Bon, voilà. Lisez le roman, vous allez comprendre. C'est vrai, tout ça est vrai. Voilà. Oui, mais moi, je me suis arrêté un peu en chemin. Bon, peut-être que je sortirai quelque chose un peu là-dessus. D'une part, parce que c'est pas si facile que ça. C'est pas vrai. Ne sois pas modeste. C'est pas si simple que ça de d'écrire un roman. Et puis, surtout, il n'y a rien eu d'écrit, non pas par moi, mais par d'autres. C'est parce que la situation ne se prêtait pas du tout aux journalistes. C'était vraiment trop surnaturel. Même la chronique ne s'y prêtait pas. On était vraiment au-delà de la fiction avec ce qui s'était passé sur la bataille des ponts. Donc évidemment, là, seule la fiction peut permettre de faire que le public adhère et comprenne. Et je vous dis ça vraiment parce que quand je suis revenu de Táchira le jour de la bataille des ponts, je racontais les histoires et les gens ne me croyaient pas. Et j'ai dit non, 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 mais je l'ai vu. Et c'était très difficile. Donc, évidemment, l'écrire par la fiction permet de rendre la chose plus plausible. C'est quand même un paradoxe, non? Oui, et puis il y a un certain plaisir. Je veux dire, en tant que journaliste, on est toujours très bloqué d'une certaine manière par le style journalistique. Je fais point de. On est entre nous.
j'espère que tu ne vas pas diffuser ça, mais par exemple, dans un essai, on écrit, alors je reviens à la réalité, je sors du roman, on écrit Monsieur Juan Guaido, Dans un roman, tu peux te permettre de dire ce fils de pute de Juanito. Oui, Et il d'une n'existe certaine pas, manière, Juanito, de toute manière. et d'une certaine manière, quand on prend fait et cause, non pas par idéologie, non pas parce qu'on serait complice d'un régime, etc., mais parce que la réalité de l'impose, on prend fait et cause pour défendre le Venezuela, parce que c'est un peu comment dire, la ligne de ce bouquin, ça fait du bien, ça fait du bien. On est, quand tu passes à la télévision, ça m'arrive pas en ce moment, hein, je suis plus invité par personne, ou à la radio, on est obligé de respecter des codes. Bon. Le roman permet de sortir des codes, et y compris d'exprimer ce que ressentent les gens, ce que Oui, ressentent les Vénézuéliens, aussi bien d'ailleurs ceux d'opposition, hein, parce qu'en fait, ce roman se déroule essentiellement dans les rangs de l'opposition, oui, c'est alors vrai. d'expliquer aussi comment eux ressentent les choses. Hein. Je veux dire, bien souvent, dans ce roman, le président Nicolas Maduro, c'est un dictateur, c'est un tortionnaire, c'est tout ce qu'on veut. C'est la manière dont on perçoit la droite et la droite radicale. C'est aussi, alors peut-être d'ailleurs que j'en sais rien, je ne sais pas si ça va paraître compliqué au lecteur, mais c'est aussi ce roman, c'est une tentative pour moi d'expliquer qu'il n'y a pas une opposition au Venezuela. Il y a des oppositions, ce qui est réellement caché systématiquement par les médias. Hein, c'est-à-dire que les médias nous parlent de l'opposition vénézuélienne. Eh bien non, c'est pas vrai. Il y a une opposition radicale et d'extrême droite, et il y a une opposition de gens qui sont parfaitement respectables. Il se trouve que lorsque ces gens parfaitement respectables, par exemple, je pense à Luis Parra, qui dans mon bouquin s'appelle Luis Paris, je crois, si je me souviens bien, euh, est élu à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est un homme de droite. Il est élu, c'est vrai, avec les voix des chavistes. Il est immédiatement sanctionné par le gouvernement des États-Unis. Oui. C'est-à-dire que les États-Unis sanctionnent, y compris les gens de droite, qui ne respectent pas la ligne. Il faut renverser Nicolas Maduro. Là encore, je reviens à la réalité. Juanito La Vermine, le roi du Venezuela, l'excellent roman, docu-roman, je crois que tu avais utilisé pour un roman précédent, donc de Maurice Lemoine, dans un pays imaginaire, la République bolivarienne du Venezuela. Je recommande évidemment, bien sûr, pour comprendre ce qui s'est réellement passé durant de 2019 à 2022 au Venezuela. C'est vraiment un document fantastique. Alors, comme je disais que au Venezuela, la fiction dépasse la réalité, ça sera peut-être ma seule critique. Donc, je rappelle, hein, Juanito La Vermine, roi du Venezuela, Le temps des cerises, 28 euros, 800 pages. Il faut absolument, absolument, absolument le commander chez vos libraires. C'est vraiment une bible pour comprendre ce qui s'est passé ces dernières années au Venezuela. Mais en tout cas, je disais, je vais faire une petite critique parce que les gens vont dire, bah oui, mais bon, ils se connaissent, etc. C'est vraiment c'est plus de l'autoproclamation, c'est de l'autopromotion, etc. Mais je vais quand même faire une petite critique. Je trouve que le livre est un peu court. Et donc, je m'explique. Je m'explique. Comment fais-tu? Parce que je regardais, alors j'avoue aussi que je ne l'ai pas fini, hein, j'en suis à la moitié, mais il y a déjà dans la première moitié des événements que tu as choisi de ne pas placer. Alors, je vais par exemple prendre le cas de tout ce qui est dans la période entre, et encore, le sacre enfin l'autoproclamation de Guaïdo et la période de la bataille des ponts. Euh, dans, dans cette période-là, il y a eu, par exemple, la tentative de prise de, de garnison ou de poste policier le 21 janvier à Kotissa. Il y a eu des affrontements entre la pègre et les forces spéciales de la police le 23 janvier au soir. J'ai vu un peu, donc je regarde par exemple dans la deuxième partie du livre, donc qui est plus sur l'année post, on va dire, 30 avril, donc ça qui est dans le livre, dans le coup d'État, il y a eu quand même 4 autres tentatives de coup d'État, 2 dans l'État du Bolivar, une euh, dans l'État du Bolivar,
vers Maracay aussi, où des petits feux de garnison se sont levés, etc. Alors, l'idée, effectivement, pourquoi et comment faire, parce que je sais que tu connais cette réalité-là, et comment faire pour garder une cohérence pour que le lecteur puisse comprendre l'essentiel de l'histoire. Hmm. Et Non, la vraie question, enfin celle que tu soulèves, c'est que, alors, c'est un roman. Et je sais qu'à travers un roman, je vais toucher des gens qui ne connaissent pas le Venezuela. Or, la situation que je décris, elle est déjà quand même pas mal complexe. Donc, il faut c'est ça. éviter de complexifier encore davantage en rajoutant beaucoup de détails. Par exemple, j'ai aussi mis relativement entre parenthèses l'épisode de l'Assemblée constituante. Parce que là, je me suis dit, si jamais je rentre là-dedans, là, pour le coup, dans un roman, un lecteur ou une lectrice qui ne connaît pas le Venezuela va se perdre. Hein. Donc, Oui. effectivement, ça, c'est l'affaire du roman. Donc, effectivement, il y a plein de choses qui n'y sont pas. En plus, tu l'as fait remarquer, ça fait 800 pages. Ça n'est pas anecdotique, parce que, y compris, je pense que ça se lit assez vite. Moi, je le lis très rapidement. Je me suis replongé tout à l'heure avant notre entretien. J'ai trouvé ça passionnant. Euh, mais, mais, mais non, non, il y a un autre argument. Tu as également donné le prix, c'est 28 euros. C'est cher. C'est cher un bouquin à 28 euros. Or, on est aujourd'hui dépendant du prix du papier. Bon. Je pourrais assez facilement monter à 1000 pages ou à 1200 pages, mais là, le bouquin devient inabordable pour pas mal de gens. Déjà, à 28 euros, moi, je suis très conscient, l'éditeur est très conscient que c'est un pari difficile. Je voudrais revenir sur une déclaration que j'ai faite précédemment dans notre Alors, ça entretien. les vaut, hein, ça les vaut, ça les vaut. Je vous le préviens quand même, d'entrée de jeu, même s'il manque 400 pages, ça les vaut tout de même. Je voudrais revenir sur une expression que j'employais tout à l'heure pendant qu'on discutait, pour la préciser. Hein, j'ai dit ce qui est agréable dans un roman, c'est qu'on n'est pas tenu par les codes du journalisme et que donc on peut dire éventuellement ce fils de pute de Juanito. Peut-être que certains qui nous regardent ou qui nous écoutent vont dire, bon, cet écrivain, finalement, il est parti pris, il est très hostile à Juanito, Juan Guaido. Non, si j'emploie cette expression, c'est aussi parce que là, on en parle avec un certain humour, on en parle avec détachement. Mais l'opération Guaido, elle a mené à la ruine de l'économie vénézuélienne. Ils ont détruit le Venezuela à travers les sanctions des États-Unis. Hein. C'est-à-dire que, en réalité, cette opération que là on écrit d'une manière un peu humoristique, elle a causé des souffrances absolument épouvantables dans la population vénézuélienne. Il y a un des personnages du roman dont on va beaucoup parler d'ailleurs dans les semaines qui viennent, qui s'appelle dans le roman Marie Corina Loca, et peut-être qui ressemble un peu à Maria Corina Machado, qui vient de remporter les supposées élections primaires qui ont eu lieu il y a quelques jours. Dans le roman et dans la vie, elle appelait à une intervention américaine, elle appelait à une augmentation des sanctions des États-Unis contre le Venezuela, et des gens de droite au Venezuela lui ont dit, mais ça va augmenter la souffrance du peuple. Et elle a répondu, oui, mais c'est pour son bien. Donc, lorsque j'emploie des expressions un peu brutales, c'est à ça que je fais référence. C'est à la souffrance que ces gens ont imposée au Venezuela. En gros, ça a été on coule le navire pour tuer le capitaine. Oui. Euh, Ouais. Et j'encourage, si jamais certaines personnes sont choquées en écoutant ce genre d'épithètes sur Juan Guaido, ben, je vous encourage à aller au Venezuela et vous allez entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois cette épithète, et pas seulement chez les chavistes. Pas seulement chez les chavistes. D'ailleurs, il n'est plus là, Juan Guaido. Il est aux États-Unis en train de profiter de l'argent qu'il a volé, l'argent des hôpitaux, l'argent des écoles, etc. Donc, vous inquiétez pas, c'est un sentiment même partagé par un bon nombre de Vénézuéliens, une grande majorité de Vénézuéliens. ah, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. J'ai j'ai l'impression d'être Milei dans un débat présidentiel argentin. Je te cède la parole, Maurice. Non, voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous regardent, qui connaissent un peu le Venezuela, parce que s'ils viennent sur les deux rives, ils ont quand même quelques notions, mais qui disent, oh là là, non, c'est trop gros, 800 pages, je vais pas. Qu'est-ce que tu leur dirais justement?
Je sais pas, tu sais, c'est toujours compliqué pour un auteur de parler de son bouquin, de faire de la pub de son bouquin, de faire de la promotion de son bouquin, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Bon. Ce que je dirais, pas ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est d'abord que si on fait ça ensemble, on se connaît, c'est vrai, on est copains, donc tu vas pas dire que mon bouquin, il est nul, il est ennuyeux, et on n'en finit pas. Mais d'abord, honnêtement, je crois que c'est pas vrai, mais c'est pas à moi d'en juger. Simplement, si on fait ça, c'est parce que lorsque vous abordez le sujet du Venezuela à travers un roman, malheureusement, c'est comme ça en ce moment, et je joue pas les martyrs, c'est pas les médias mainstream, comme on dit, qui vont parler de ce roman. Hein. C'est-à-dire, donc si nous-mêmes, on va pas au charbon, et moi, ça me gêne un petit peu, hein, en tant qu'auteur, d'être là en train de faire de la promo, mais si on va pas au charbon, effectivement, personne ne va entendre parler de ce bouquin. Ce que je dirais, bah, c'est si vous êtes curieux, si vous voulez avoir un autre son de cloche, et vous n'êtes pas obligé, tu le dis souvent d'ailleurs quand tu interviens, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais voilà, il y a une autre version de l'histoire, il y a une autre version du Venezuela. Si vous êtes curieux et si vous aimez lire, évidemment, bah, je veux dire, allez-y. Ensuite, si vous êtes insatisfait du bouquin, les deux rives vous le remboursera. Ah oui, bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En avance même, si vous êtes pas si vous êtes- Non, mais eh ben, peut-être à la limite qu'on fera peut-être une tombola ou un truc comme ça pour en faire gagner un, pourquoi pas, tant qu'à faire. Non, par contre, oui, effectivement, vous n'êtes pas obligé de croire Maurice, d'autant plus que c'est un roman. En revanche, je peux vous dire que 95% des faits qui sont touchés là-dedans sont vrais. Hein. Et les Ah oui, 5% oui, qui restent, c'est juste de la mise en scène. la Voilà. mise en scène. Et ça c'est, il y a même certaines anecdotes comme ça. Je me disais, comment il a pu la fourrer ici? Parce que c'est des trucs vraiment vrais. C'est des trucs qui ont été dits ou des trucs qui ont été dits par des acteurs parce que Maurice connaît très bien le Venezuela. Et hop, au détour, on a l'impression que c'est vraiment un dialogue inventé et pas du tout. C'est pas un dialogue inventé. Donc voilà. Et ben je recommande. Hein, je recommande. Juanito Lavernine, roi du Venezuela, donc au temps des cerises. Voilà, commandez ça chez vos libraires. Et puis, si vous avez un problème, si vous n'arrivez pas à le trouver, bah, vous pouvez nous laisser un message sur les deux rives. On fera parvenir ça à l'auteur. Voilà. Et, Maurice, j'imagine que peut-être tu vas avoir aussi une tournée, des conférences pour promotionner ton livre. Est-ce qu'il y a de ça de prévu dans les jours, semaines, mois qui viennent? Oui, 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 ça va démarrer là très prochainement à Bordeaux, à Grenoble. Mais c'est pas une tournée pour promotionner le livre, en fait, c'est ce que je fais même quand j'ai pas de bouquin dans ma musette. C'est une tournée de réflexion avec des publics intéressés sur l'Amérique latine, ce qui se passe en Amérique latine, ce qui va se passer en Amérique latine. Et là, pour le coup, sur le Venezuela, vous avez tous remarqué que ça fait quand même un certain temps qu'on ne parle plus du Venezuela dans les médias. Ce qui a une signification, ça veut dire que ça va mieux. Donc, ça ne passionne pas les médias, mais on va en reparler beaucoup puisque il y a dans le deuxième semestre de l'année prochaine des élections présidentielles, puisqu'il vient d'y avoir lieu une primaire de l'opposition dans laquelle la candidate qui a gagné, Maria Corina Machado, est une candidate qui n'a pas le droit de se présenter parce qu'elle est inhabilitée, comme on dit là-bas. Je suis en train de chercher le mot en français. Je, Inhabilité, c'est le même mot. inhabilité, et que donc il y a déjà une pression des États-Unis pour imposer cette candidate qui n'a pas le droit de se présenter. Je rappelle quand même que chez nous, Alain Juppé, par exemple, a été condamné, a été inhabilité à se présenter à n'importe quelle charge politique et qu'il a accepté sans barguigner. Je rappelle que Jair Bolsonaro vient d'être interdit pendant 6 ans de se présenter à une quelconque élection. Ça ne pose de problème à personne, mais le fait qu'au Venezuela, une candidate qui est censée avoir gagné la primaire veuille se présenter va évidemment déclencher un scandale international. Et puis il y a une deuxième affaire en ce moment
qui est l'affaire du conflit entre le Guyana et le Venezuela. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a un vieux conflit qui date de la fin du 18e, 19e siècle entre le Guyana et le Venezuela, qui est en train de ressurgir sous la pression à la fois des États-Unis et de la compagnie pétrolière ExxonMobil. Donc, on va reparler du Venezuela, et là, pour le coup, sans tourner autour du pot, c'est ce qui s'est passé ces dernières années et que je raconte dans le bouquin, peut permettre une compréhension de ce qui va se passer dans les mois à venir. Exactement. Et oui, on va reparler du Venezuela parce qu'en plus, tout ce que vient de dire Maurice prend lieu dans un monde qui est en train de changer, avec un monde multipolaire naissant et avec une guerre en Ukraine qui a rebattu les cartes de la géopolitique énergétique. Et donc, on s'est rappelé, surtout les Occidentaux, enfin surtout les États-Unis, se sont rappelés que le Venezuela est la première réserve de pétrole au monde, mais aussi une grande réserve de gaz et de minéraux, de minerais. Donc, du coup, ils ont levé pendant 6 mois partiellement les sanctions contre l'entreprise pétrolière et contre des entreprises stratégiques basiques du Venezuela. Donc évidemment, ça n'a pas fait un gros boom, mais là, on est… Alors, vous regardez, vous prenez 6 mois et on voit qu'on va tomber en pleine campagne électorale présidentielle. Et donc, ça sera déjà, parce que normalement, les États-Unis, c'est par un an qu'ils lèvent ou pas les mesures coercitives unilatérales, non? Donc là, évidemment, ça va être un enjeu de la prochaine présidentielle, faire pression, encore une fois. Le Venezuela a résisté, comme vous pouvez le voir, le lire dans le très bon roman de Maurice. Le Venezuela a résisté vraiment à la tempête et encore à pire. Donc, l'histoire n'est pas finie. Ce roman-ci est fini. On verra pour une suite très prochainement. Mais non, merci Maurice. Merci Romain. Allez, à Merci à tous. bientôt. Et je rappelle ceux qui nous regardent, donc je rappelle, Juanito La Vermine aux éditions Le Temps des Cerises. Et évidemment, les deux rives, suivez-nous, partagez-nous, faites-le connaître autour de vous pour une autre information sur l'Amérique latine. Je vous remercie et à bientôt.